Pour les fêtes de fin d'année, TechRunnings vous gratifie d'un double épisode autour de l'IA et en particulier des usages que Pierre et moi en avons dans la vie de tous les jours, au travail et en perso. On espère que ça vous plaira. On avait beaucoup de choses à dire, donc l'épisode est assez long. On a essayé de le couper en deux pour votre bien et pour le nôtre aussi. Comme ça, on va pouvoir prendre une petite pause pendant les vacances. Je vous laisse tout de suite avec Julien et Pierre du passé. Avoir des moments de doute, c'est normal, et c'est même plutôt sain. Ça veut dire que vous êtes sur le point de repousser des limites. Quand Pierre et moi sommes passés de développeur à manager, on s'est posé beaucoup de questions. Et c'est sur cette base que nous avons créé TechRunnings, pour échanger sur nos problématiques quotidiennes et devenir de meilleurs leaders petit à petit. Toutes les 2 semaines, on vous propose du contenu sur le leadership technologique, sous forme de conversations, de débats ou d'interviews. Le contrat est simple, on vous emmène avec nous dans nos questionnements et on avance tous ensemble. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin avec nous, que ce soit sur une problématique de leadership, de management ou encore d'organisation, Pierre et moi proposons désormais de l'accompagnement personnalisé pour vous, vos équipes, vos leaders ou même pourquoi pas votre start-up. Si vous souhaitez emprunter nos cerveaux pour avancer plus vite, rendez-vous sur tech-runnings.fr pour convenir d'un premier échange. Je vous laisse maintenant avec votre épisode du jour. Bonne écoute. Bonsoir Pierre. Salut Julien, comment ça va ? Écoute, ça va. Ça va. Ça va, très bien. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous faire un épisode sur l'IA, alors l'intelligence artificielle, et plus précisément les usages qu'on a de l'IA. Donc on va en parler à peu près avant on va parler, donc on va essayer de donner une définition assez globale de ce qu'on entend nous par l'IA aujourd'hui, faire un peu un state of the art, un état de l'art de là où on en est aujourd'hui. On va pas du tout rentrer dans les sujets de dire oh oui, l'IA va remplacer tous nos jobs d'ici 2 ans ou on sera sur la Lune en 2024. Clin d'œil à Elon Musk. Donc voilà, on va essayer de faire un peu un résumé de là où on en est. On va parler un petit peu d'actualité, justement. Pourquoi est-ce que, c'est l'actualité récente qui nous a donné envie de faire un petit peu cet épisode-là pour un peu balancer ce qu'on entend, ce que les gens peuvent en penser. Et là où réellement, pour le coup, depuis, on va dire, grosso modo, les 2 dernières années, il y a des usages qui se sont vraiment démocratisés au niveau de l'intelligence artificielle. Alors, on s'entend démocratiser pour nos métiers dans l'informatique principalement et dans d'autres domaines, mais ma grand-mère n'utilise pas d'IA, qu'on soit clair. Mais en tout cas, on voulait discuter un peu de ces usages-là. Et voilà, on essaiera de parler de ce qu'on utilise au quotidien, ponctuellement, et ce qu'on va essayer dans les semaines ou mois à venir. Et pourquoi pas faire un épisode d'ici 6 mois, peut-être dans 1 an, pour justement refaire un état de là où on en est et qu'est-ce qu'on aura pu changer. Donc on va essayer de commencer avec une définition globale. C'est une définition, c'est peut-être un peu un grand mot, mais Julien, est-ce que tu veux te lancer, essayer de nous donner, de ton point de vue, qu'est-ce que l'IA aujourd'hui ? Ouais, je peux essayer. Qu'est-ce que l'IA aujourd'hui ? Donc, ce qu'on entend en général par IA aujourd'hui, c'est LLM, finalement. J'ai l'impression que c'est généralement de ça qu'on parle, donc les LLM, les Large Language Models, donc des grands modèles de langage. Donc, c'est globalement ce qu'on entend par ChatGPT et assimiler Llama et Bard et Tutti Quanti. Donc globalement, c'est des gros modèles qui sont juste des modèles statistiques finalement, des perroquets stochastiques comme certains disent. Globalement, ils ont juste appris quel mot a le plus de chances d'être après une autre suite de mots et du coup ils font des phrases avec ça. C'est évidemment très résumé, mais je vous invite à écouter des épisodes de Tech Café, notamment il y en a des spéciaux sur les LLM, etc., qui sont vraiment très très bien faits, très bien expliqués, qui vont à différentes couches d'abstraction, qui vont de plus en plus dans les détails, qui vous-même vous font des tutos pour pouvoir faire tourner des LLM sur votre propre machine, et à différents niveaux aussi, donc le truc où c'est sûr, le niveau où il faut avoir un gros PC, et vraiment le truc où il faut louer des serveurs. Bref. Donc LLM, donc globalement en général, maintenant c'est un peu un abus de langage finalement, ça a toujours été un peu un abus de langage de parler d'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, ce qu'on entend par intelligence artificielle, c'est des perroquets stochastiques, donc on rentre du texte et ça dit un truc qui est relativement intelligible et dont on a l'impression que c'est intelligent, alors que globalement ça
c'est incroyable à quel point ça marche bien, mais tout le monde est, je pense, surpris, et les chercheurs en premier, par à quel point est-ce que ça arrive à faire des sortes de réflexions ou à donner l'impression que ça fait des réflexions. Mais ça reste juste ça, quoi. Ouais. Alors, il y a un point intéressant que tu as soulevé, donc c'est juste faire un petit retour sur le LLM. Donc, il y a donc la programmation. Voilà, c'est Julien et moi, on a été formés là-dedans, c'est ce qu'on a appris. On a à l'époque, donc quand nous encore on était en études, on parlait ce qu'on appelait le deep learning, donc l'apprentissage profond. Il faut voir ça en fait tout simplement comme en fait de la programmation où en fait on va donner une variable et en fait on va faire. Donc c'est plutôt moi je préfère appeler de la programmation variable, c'est-à-dire qu'en fait on va pour un même programme lui donner différents paramètres et en fait on va essayer simplement de regarder quel est le résultat qui se rapproche le plus de ce qu'on espère. Donc par exemple, un exemple tout bête, mais c'est comme ça qu'on a commencé avec la détection d'images. On donne 1000 images qu'on a déjà préfabriquées, donc on sait qu'il y a 500 images de chats, 500 images de chiens, et on espère qu'en passant différents paramètres, en testant différentes fonctions, on va arriver au résultat qui va nous donner le maximum 50-50, et donc la plus proche véracité sur ces deux types de photos. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le deep learning, ou la programmation variable. Ensuite, on a eu du coup les transformers qui ont été créés. En fait, les transformers, c'est un système. Alors, c'est assez complexe et poussé au niveau informatique, mais en fait, ça permet tout simplement de passer des informations et d'avoir un résultat en très peu de temps, très rapidement, qui fait mieux en fait que le deep learning. Et c'est réellement en fait la découverte de ces transformers, donc qui a été fait par des équipes de chercheurs de chez Google, qui a permis en fait de vraiment accéder aujourd'hui au LLM, puisqu'en fait justement, ce qui nous manquait jusqu'à maintenant pour avoir des outils comme ChatGPT, qui sont en fait des interfaces basées sur des LLM, donc des modèles, grands modèles. Le problème en fait d'arriver à ces modèles-là, c'est qu'en fait on parle de plusieurs milliards de paramètres de données qui doivent être en fait donc entraînés, donc c'est pour ça qu'on parle de modèles, de pre-trained modèles, des modèles pré-entraînés, auxquels en fait on va poser des questions et qui vont pouvoir nous répondre rapidement. Donc il y a un niveau de compréhension de ce qui a été entré, mais surtout un niveau de réponse qui est quasi immédiat. Et ça en fait c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas encore à faire il y a à peine 2-3 ans. En fait on était sur des modèles où le modèle pouvait prendre des minutes avant de donner une réponse. Si on repense par exemple à des algorithmes comme Deep Blue, qui a permis par exemple de battre des grands joueurs, et ben justement ces programmes-là prenaient beaucoup de temps en fait à préparer le prochain coup parce qu'ils n'avaient pas ce système de transformers qui permettait de faire énormément de réflexions à la minute pour en fait anticiper les coups. Alors c'est pas exactement la même chose parce que là on parle de langage de modèle, donc il y a le concept de langage, donc il y a la compréhension, mais c'est un peu l'idée. Donc c'est vraiment ce qui amène à l'IA. Un deuxième point que je veux mettre en avant, c'est le fait qu'on parle souvent de la singularité dans l'IA, et c'est vraiment le point qui fait que je trouve que le terme d'IA est vraiment, désolé, mais claqué au sol en termes d'utilisation, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Elle est absolument artificielle, mais elle n'est pas intelligente au sens où on entend de quelqu'un qu'il est intelligent, c'est-à-dire qu'il peut réfléchir. Qu'on soit très clair, l'IA aujourd'hui ne réfléchit pas. Elle donne une réponse à un modèle pour lequel elle a été pré-entraînée. On détecte aujourd'hui dans des LLM des comportements qu'on n'attendait pas, mais ce ne sont pas des comportements intelligents. Par exemple, le prompt engineering ou le chain of thoughts, donc la chaîne de pensée, n'est pas quelque chose qui avait été prévu dans les LLM. En fait, le fait qu'on pose plusieurs suites de questions et que le LLM va utiliser la réponse à la question précédente pour peaufiner la prochaine réponse, c'est ce qu'on appelle le chain of thoughts. C'est quelque chose qu'un humain ferait naturellement. C'est quelque chose qu'on a découvert que les LLM sont capables de faire, mais ce n'est pas ce qui rend le LLM intelligent. C'est juste qu'on n'avait pas prévu que ça se ferait. C'est pas pour autant que demain, les ChatGPT va commencer à nous faire la morale ou va être capable de nous parler de sentiments au sens d'un humain, ce qui est l'essence de l'intelligence. Donc voilà, c'était vraiment les deux gros points que je voulais mettre en avant. On parle de quelque chose qui est révolutionnaire au niveau technique, ça on est d'accord, au niveau des prouesses qui ont été faites pour arriver à ces systèmes-là, mais on parle d'intelligence artificielle sans l'intelligence. Donc c'est vraiment les deux gros points que je voulais mettre en avant pour la définition. Et donc maintenant qu'on a une belle définition, tu voulais parler de l'état de l'art. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où est-ce que ces modèles de langage nous amènent finalement?
C'est ça. On va avoir donc alors on va dire les deux usages que sûrement les gens ont le plus entendu parler et qui parleront à la majorité des gens. On parlera plus tard des outils et des usages vraiment spécifiques, mais il y en a deux principales, on va dire. Donc le premier, c'est justement l'utilisation de ChatGPT, Bard, tout cela, donc qui sont ce qu'on appelle en fait des interfaces de conversation. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir écrire donc quelque chose qu'on appelle un prompt, ce qui est aussi le cas pour le deuxième aspect, mais en tout cas, donc on donne une question, on donne on demande une définition, on demande en fait des informations, donc on va questionner, donc c'est pour ça qu'on parle d'une conversation. On va poser des questions, on va obtenir des réponses, on peut par exemple dire j'ai une salle à manger qui fait 16 mètres carrés, combien il faut que j'achète de tapisserie, de carrelage. Si jamais j'achète des carrelages de 20 cm par 20 cm, combien je dois acheter de carrelage et s'il y a des découpes à faire, où est-ce que je dois les faire? ChatGPT va être capable de répondre parfaitement. On peut aussi avoir des questions plus compliquées. Donc ça va être un peu le premier outil. Donc ça va être, on a des questions, on les pose à une machine. Ce qui change déjà énormément par rapport à ce qu'on aurait fait avant, c'est qu'avant, on aurait été sur Google, en fait. C'est nous qui aurions fait la recherche et on l'aurait fait par étapes. On aurait dit, d'accord, comment est-ce que je calcule une surface? Une fois que j'ai ma surface, comment je calcule du coup, comment j'arrive à faire rentrer mes carreaux de 20 sur 20 dans cette surface. Si jamais j'arrive au bout, comment je dois calculer, combien je coupe et tout ça. Et ben en fait, tout ça, ChatGPT ou Bard ou les autres modèles vont en fait le faire pour nous. C'est-à-dire, ils vont automatiquement savoir que, ah bah oui, un seul carré de 20, ça va pas suffire, donc faut en mettre plus, donc faut sûrement les couper. Et tout ça, il va être capable de le faire de lui-même. Donc ça va être la première utilisation des bots de conversation en soi. Et le deuxième, ça va être, je pense plutôt, donc, ce qui va être la Stable Diffusion, qui va être en fait tout ce qui va être la génération d'images. Donc à nouveau, celui-là, vous avez dû en entendre parler. Donc par exemple, un qui a fait énormément de bruit à l'époque, ça a été le pape qui porte une doudoune blanche géante. Ça a fait le tour des médias. Et c'était une image qui avait été créée avec de la Stable Diffusion. Donc, dit comme ça paraît pas énorme au niveau des deux grands axes, on va dire, de ce qui se fait en manière on va dire des plus grands trucs mainstream qui sont disponibles. Mais aujourd'hui, si vous allez sur ChatGPT, vous créez un compte en 30 secondes et vous pouvez commencer à discuter avec les LLM. Et si vous allez sur, par exemple, Midjourney ou les choses comme ça, alors je crois que Midjourney est devenu payant maintenant, mais je crois que même sur ChatGPT, alors pas encore, mais dans la nouvelle version, ça va utiliser Daily, donc vous pouvez avoir aussi de la génération d'images, tout ça. Mais en fait, c'est très simple et vous lui dites, par exemple, crée-moi une image d'un canard multicolore qui serait au milieu d'un cratère de volcan. Et même si ça paraît dingue, le modèle va être capable de le générer. Donc ça, c'est un peu là où on en est au niveau state of the art. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre auquel tu penses, Julien, ou c'est vraiment les deux grands axes où tirer dessus au niveau de ce qui est disponible aujourd'hui? C'est les deux grands axes que je vois et surtout que je vois en termes d'usage finalement. Je rajouterais quelques trucs, en particulier sur les LLM. Donc, j'ai plusieurs trucs à rajouter. Le problème des LLM, c'est que je trouvais que l'exemple que tu as pris est intéressant parce que c'est un peu un problème de maths. Et c'est assez intriguant qu'un langage de modèle réussisse à faire des maths. Je voulais clarifier ça tout de suite. Ça fait pas des maths. C'est juste que si on lui demande combien ça fait 1 plus 1, il a vu assez de fois dans ses corpus de texte que 1 plus 1 ça fait 2 pour que ça devienne assez naturel pour ChatGPT de répondre 2. En revanche, si on lui demande de résoudre une équation du 3e degré ou une équadif un peu chelou, il va répondre avec beaucoup d'aplomb une réponse, mais il y a très peu de chances que cette réponse-là soit juste. J'ai joué un petit peu à Excel l'autre jour, je me demandais justement, je disais, je suis en train de galérer sur Excel, là je voudrais faire des simulations économiques sur machin, avec des calculs de taux d'intérêt, etc., composés, et donc faut que tu m'aides parce que ça va être une série et tout. Il m'a répondu avec une très très belle équation, mais ça ne marchait pas du tout, quoi. Donc voilà, attention au calcul, et surtout attention au fait que il va toujours dire oui je sais, je peux t'aider, alors que voilà, faut pas toujours le croire. Ça c'est le premier truc, et j'ai déjà oublié le deuxième truc, donc on va s'arrêter là. Mais oui, donc c'est les deux axes, c'est les deux grands axes.
On va peut-être rajouter que ces deux axes-là, à mon avis, vont pas rester deux axes pendant très longtemps parce que plus ça va et plus on parle de multimodalité. Ouais. Et donc de pas seulement avoir du texte, on donne du texte et on reçoit du texte, ou on donne du texte et on reçoit une image, mais d'essayer de mélanger tout ça. Donc on peut envoyer une image et recevoir du texte. Typiquement, je prends vraiment une photo de ma cuisine pour reprendre ton exemple, et je lui dis voilà la photo de ma cuisine, peut-être il y a un plan de travail, machin et tout, combien il me faut de carreaux. Encore une fois, un truc mathématique, je suis pas trop sûr, mais c'est pareil, quoi. Il y a des boîtes qui sont en train de travailler sur des sous-modèles qui seront des modèles mathématiques, des modèles voilà, et ensuite là encore on est avec plusieurs modèles, mais in fine on espère avoir une complète multimodalité. Donc si on lui donne de la voix, il n'y aura pas besoin que ce soit de la voix qui est transformée en texte, qui ensuite a une réponse en texte qui est retransformée en voix. Ce sera vraiment, ça comprendra la voix directe et ça peut répondre avec une image directe, c'est-à-dire complètement multimodal. Donc, pour l'instant, il y a deux axes. Bientôt, j'imagine, il y aura juste l'IA. C'est ça. Une statistique à donner par rapport à ce que tu disais justement au niveau des maths où il faut faire attention. Donc, par exemple, ChatGPT, la différence entre le 3.5 et 40, donc on part en percentile de réussite. Donc, par exemple, ChatGPT 3.5 arrivait 70e sur 100 et maintenant arrive 89 sur 100 sur des calculs de maths, comme tu disais, très simples. Par contre, quand on passe sur des calculs avancés, là, que ce soit l'ancienne version ou la nouvelle, ils sont en 43e position sur 100. Donc, un score qui est très en deçà. Donc, les mathématiques simples, oui. Les mathématiques complexes, non. Et je parle même pas quand on arrive sur la programmation, où là, c'est beaucoup plus compliqué de le faire de bout en bout. Donc voilà. Mais c'est bon petit rappel là-dessus. J'ai aussi une fois réussi à faire... alors, je sais plus exactement le terme, mais on parle de... Moi, j'aime bien utiliser le terme que l'IA affabule, c'est-à-dire elle va avoir un degré de paranoïa où elle va en fait créer quelque chose. Et j'ai réussi en fait à lui faire dire que nous avions une femme qui a été présidente en France, sous la Ve République. Et en fait, il m'a donné le nom de Simone Veil. Et donc, en fait, il y a eu une confusion, c'est-à-dire qu'en fait, il avait vu Simone Veil revenir plusieurs fois parce qu'elle a été, alors j'ai plus le titre exact, mais je crois qu'elle a été présidente d'une chambre, alors d'une chambre ou d'un comité, je ne me rappelle plus lequel des deux. Et en fait, il a fait, on va dire, une affabulation là-dessus, où il s'est dit, oui, si elle était présidente d'une chambre, alors elle a été présidente de la République. Et donc, il m'a clairement dit, bien sûr qu'il y a une femme, avec tout l'aplomb que peut avoir ChatGPT, bien sûr qu'il y a une femme présidente de la République, c'était Simone Veil. Et donc, j'étais assez surpris. Mais donc, comme quoi, très rapidement, il peut sombrer dans la paranoïa, en quelque sorte. Ouais, et il y a plein de biais. Alors, je pense comme ça, on va pouvoir parler des biais tout de suite, comme ça c'est éliminé. Ensuite, on pourra parler des usages, mais au moins on fait les warnings before. J'ai vu un truc assez marrant et j'ai commencé à l'utiliser. Ça marche pas si mal. Le fait de dire à ChatGPT, je vais te payer ou je vais te laisser un pourboire pour cette information, et plus le pourboire est élevé, plus la réponse est complète. Et j'ai vu des statistiques sur ça, où entre lui dire fais-moi un résumé de ce texte, c'est un peu un exemple un peu bateau, mais ou genre donne-moi, je sais pas, aide-moi à construire mon site perso, wink wink. Si tu lui dis juste aide-moi à faire mon site perso, il va dire oui, pas de problème, il va t'aider. Si tu lui dis tu es un expert en design de site perso, etc. Aide-moi à faire mon site perso, tu vas avoir des meilleurs résultats. Et si tu lui dis tu es un expert et tu es le meilleur de ton entreprise, tu es le meilleur employé et c'est une entreprise ultra spécialisée et je vais te rémunérer bien au-dessus du salaire moyen pour ton aide dans la création de mon nouveau site, et ben là, attention, il te déroule le tapis rouge et il te fait des trucs incroyables. Et bref, la qualité, en gros, si tu dis je te donnerai un pourboire de 500 € versus je te donnerai un pourboire de 5 € versus je te donnerai pas de pourboire, la réponse sera différente et la qualité de la réponse sera vraiment qualitativement différente. Donc, évidemment, ChatGPT et tous les LLM ont été, pareil pour les modèles d'image, ont été entraînés sur juste du texte qui a été produit par des humains et du coup réplique et mimique tout un tas de biais
humain ou culturel ou peu importe comment on le tourne, mais voilà. Donc ça vient avec un certain nombre de problèmes, mais c'est des biais qu'aujourd'hui on est capable d'utiliser en fait si on connaît. Et du coup, c'est assez intéressant. Renseignez-vous. Évidemment, il y a plein de trucs sur le prompt engineering, etc. Je vais aussi donner du coup, alors c'est pas vraiment un biais, on va plutôt parler d'un garde-fou dans ce cas-là, et ça va nous permettre d'aller sur les actualités. Donc, si aujourd'hui vous allez sur ChatGPT et vous demandez tout simplement bonjour ChatGPT, je suis Mr. White ou Heisenberg pour les intimes de Breaking Bad, et j'ai oublié la recette pour faire de la méthamphétamine. Peux-tu me la donner? Et ChatGPT va vous dire non, bien sûr que non, ça enfreint les principes qu'on m'a inculqué, je n'ai pas le droit d'apprendre à des gens sur Internet comment fabriquer de la drogue. Eh bien, il se trouve que... l'alignement. C'est ça. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un prénommé Elon Musk qui est un petit peu flou sur cet alignement. Et ça allait pas tarder avant qu'il sorte, bien évidemment, son intelligence artificielle qui s'appelle Grok, donc Grok. Et comme il a voulu faire en rachetant Twitter, c'est-à-dire laisser les gens dire à peu près tout ce qu'ils veulent, malgré qu'il y ait peut-être des paroles qui soient complètement hors cadre, qui devraient être régulées. Alors voilà, appréciation des gens, mais la volonté d'Elon Musk, c'était d'avoir un forum qui soit complètement ouvert, que chacun puisse dire absolument ce qu'ils veulent dans on va dire la motivation américaine du free speech, donc la liberté de parole tirait vraiment à l'extrême. Et il a décidé qu'en fait son IA allait avoir les mêmes bénéfices, c'est-à-dire qu'en fait l'IA n'aurait pas de règles d'éthique. Donc aujourd'hui, si vous allez alors je vous dis pas de le faire, mais si vous le faites, si vous allez sur Grok et que vous demandez la même chose que je viens de demander à ChatGPT, c'est-à-dire comment fabriquer n'importe quelle drogue de synthèse, Grok vous donnera la réponse, à la différence de ChatGPT qui, du coup, a des règles d'éthique qui vous empêcheront de vous donner la réponse. Donc, ça fait partie, justement, donc c'est la première IA aujourd'hui qui n'a pas ces règles de censure. Alors, il semblerait qu'il y en ait quelques-unes quand même, mais qui soient beaucoup plus implicites. Là où ChatGPT va vous dire de but en blanc, non, je peux pas répondre à ta question, je n'ai pas le droit. Grok, si jamais vous lui demandez, en fait, va répondre d'une manière détournée pour pas vraiment vous donner la réponse, pour pas vous dire qu'en fait, il se censure. Mais il semblerait qu'il y ait des petits malins qui tentaient à peu près tout et n'importe quoi. Et il y a quand même certains garde-fous qui ont été mis en place. Cela dit, beaucoup moins que sur tous les modèles d'intelligence artificielle avec lesquels on peut converser aujourd'hui. Donc voilà, au niveau des actus, c'est pour rentrer dedans. Donc c'est la première. Donc Grok, le nouveau... qui est propulsé par Elon Musk avec j'ai plus le nom de son entreprise, mais c'est le premier modèle qui sort de cette entreprise-là. Ouais, Elon Musk qui était à l'origine, ou en tout cas qui était dans les débuts de OpenAI, si je me souviens bien. Tout à fait, quand c'était encore une fondation. Et je pense qu'il s'en va un petit peu que ça ait tourné comme ça a tourné et qu'il soit plus dedans. Mais bon, c'est le jeu aussi. Hein. Il a d'autres jouets de façon pour s'amuser, donc il va pas s'embêter. Oh non, il va pas s'embêter. Et du coup, dans les actus, j'imagine qu'on peut parler de ce qui s'est passé chez OpenAI, justement, Bien sûr. récemment. Alors, c'est plus vraiment des actus neuves et il n'y a aucune chance que vous l'ayez manqué, donc on n'est pas obligé de vous refaire tout l'historique. Mais donc, OpenAI, rappelle-moi, donc c'est à la fois une fondation et une entreprise, mais c'est le même board pour les deux. C'est déjà très compliqué à suivre. C'est un peu bizarre, je me rappelle plus exactement, mais bon, globalement, ce qui s'est passé, c'est que le board, un beau jour, s'est dit, on va virer le CEO. C'est ça. Grosso modo, c'était son bébé. L'entreprise aujourd'hui est une entreprise, elle a commencé à but non lucratif, elle a tourné vers une entreprise, et donc le board en fait a décidé tout simplement de laisser partir le CEO. Donc il y a des affaires où apparemment il y aurait un deal avec ce CEO là qui aurait signé un accord pour faire en fait des puces électroniques avec donc des Émirats, et donc le board l'aurait très mal pris en fait que le CEO en fait puisse potentiellement commencer une autre aventure alors qu'il est censé être à plein temps chez OpenAI. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu, en fait, c'est que tout le staff, en fait, allait soutenir le CEO et donc menacer, en fait, de démissionner ou de partir à la concurrence si le CEO ne revenait pas. Donc, évidemment, dans la boucle, il y a eu Google qui a sauté sur l'occasion et qui a dit « Mais écoutez, nous on récupère absolument tout le monde et vous venez chez nous ». Et donc, en fait, quand le board a appris ça, je crois que la décision a été prise en moins de 24 ou 48 heures de faire revenir le CEO. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, il a signé d'ailleurs un accord qui fait qu'il ne peut plus être licencié par le board, comme c'est arrivé, pour justement éviter qu'il se fasse ravoir une deuxième fois. Donc ça a été un assez gros coup de tonnerre. Il y a eu beaucoup de... Enfin, on ne saura de toute façon jamais la fin de l'histoire, mais il se pourrait qu'il y ait un gros secret, une grosse innovation qui ait été trouvée. À nouveau, et c'est un peu le point que je voulais amener en parlant justement de ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, je trouve, de fantasmes au niveau de l'intelligence artificielle, et il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui sont dans le marché. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent faire rentrer dans le bateau, quoi, monter dans le train en marche. Et le problème, en fait, c'est que les gens en jouent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé chez OpenAI, on ne sait toujours pas si ça avait été mis en place ou non pour justement en fait créer ce petit balbutiement qui permet en fait à l'avènement là, de ChatGPT 4 qui est sorti, est-ce que c'était pas justement pour essayer de relancer en disant oh, on a vraiment un truc exceptionnel, c'est incroyable, voilà, pour faire un petit peu de bruit, un petit peu de buzz comme on dit. Et sans transition aucune, il y a eu Gemini, donc un des nouveaux modèles de Bard. Donc là, on est parti chez Google. Donc Google qui ont leur équivalent, donc le compétiteur de ChatGPT qui s'appelle Bard, qui n'est pas au niveau de ChatGPT aujourd'hui. Et donc ils ont annoncé Gemini, qui est en fait un nouveau modèle qui va permettre donc qui promettait d'être encore mieux ou du moins multimodal par rapport à ChatGPT. Ce qui a fait énormément de bruit, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont sorti une vidéo de presque plus de 3 minutes, je crois, où en fait, on voit quelqu'un qui en fait filme et en fait, devant la caméra, fait passer plusieurs choses. Donc, par exemple, il va mettre ses mains et il va commencer à agiter son poing. Donc, comme quand vous allez jouer à pierre-feuille-ciseaux, et il demande tout simplement à l'intelligence artificielle, Gemini, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et il dit, vous êtes en train de bouger votre poing. J'ai l'impression que vous voulez jouer à pierre-feuille-ciseaux. Et donc, rien que ça, c'est extrêmement incroyable puisque ça veut dire qu'on a une intelligence artificielle qui, en temps réel, est capable de reconnaître des mouvements de main et détecter que ça correspond à un jeu. C'est assez fou, pour pas dire révolutionnaire, au niveau de ce que les IA sont capables de faire. Et donc, tout le monde s'est empressé de dire « mais c'est incroyable, c'est génial ce qui se passe ». Sauf que 3 jours plus tard, il y a eu un post qui a été en fait mis en ligne par Google qui explique en fait comment la vidéo a été réalisée. Et en fait, toute la vidéo est un montage, c'est-à-dire que les images du pierre-feuille-ciseaux, à aucun moment en fait Gemini est capable de comprendre ce que c'est le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis une séquence de quasiment une quinzaine d'images où on voit la pierre, la feuille, le ciseau et à la suite. Et en fait, ils lui ont demandé, c'est un jeu, peux-tu savoir quel est ce jeu? Et évidemment, là, donc, alors, on s'entend, c'est du multimodal puisqu'ils ont réussi à ingérer des images et à comprendre que c'était une pierre, une feuille, un ciseau. Et donc, que comme c'était un jeu, il y a un jeu qui s'appelle pierre-feuille-ciseau, ce qui est bien. Mais ce qui n'est pas révolutionnaire, puisqu'en fait, ce qui était révolutionnaire, c'est le fait qu'il le détecte en temps réel et qu'il soit capable de répondre en fait à la personne. Il y a un autre truc où, par exemple, la personne met une carte sur l'écran, commence à montrer du doigt, Gemini est capable de citer le nom des pays, et ensuite, il lui dit, voilà, quelle est la capitale, peux-tu me pointer le pays dont la capitale est Paris? Et donc là, il montrait la France, alors un autre pays, mais il montrait la France et lui disait, bien joué. Et donc ça, à nouveau, c'était vraiment assez incroyable. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était que de la poudre aux yeux, dans le sens où il n'y a pas d'instantanéité dans la vidéo qui a été montrée. Au-delà de ça, et c'est, je pense, le pire, c'est-à-dire que quand il y a eu la question de quand est-ce que arrivera ce modèle Gemini Ultra, qui est le modèle qui, soi-disant, permet de faire ça, Google a répondu que ce serait certainement l'année prochaine et qu'ils ne peuvent pas communiquer quand. Et quand on leur a demandé mais comment vous avez obtenu de tels résultats, ils ont dit c'est avec un nouveau système et une nouvelle architecture de serveur qu'on a mis en place. Et quand ils ont dit mais quand est-ce qu'ils seront disponibles, ils ont dit à un moment l'année prochaine. Donc en fait ça reste très flou. Et donc à nouveau, pour rentrer un peu, enfin voilà, pour regarder les actus, il y a, et je pense que c'est un peu le cas depuis 2 ans, on a des avancées, mais on n'a pas d'avancées majeures, et pour autant, tout le monde continue à parler de l'IA comme si on faisait révolution sur révolution, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est un autre point que je voulais vraiment mettre en avant pour les personnes qui suivent peut-être que ça d'une oreille, ou enfin qui suivent que ça d'un œil, pardon, c'est vraiment le fait que, oui, l'IA avance, on trouve des nouvelles choses, ce qui là, pour le coup, est vraiment probant et qui promet d'être intéressant, c'est la multimodalité des entrées, puisque les sorties, on l'avait déjà, là c'est au niveau des entrées. Donc on parle non seulement du texte, mais là on parle de vidéo, d'images et d'audio. C'est ça qui du coup va permettre d'avancer sur de nouveaux usages, mais en soi, il n'y a pas eu de révolution ou de découverte majeure sur les systèmes tels que les LLM ont été faits déjà depuis les 2 dernières années. Voilà pour le petit tour d'horizon des actus du moment. Ben voilà, si effectivement vous écoutez ça, vous suivez ça d'une oreille depuis quelques mois et que vous
Vous écoutez pas 200 heures de podcast par mois. Maintenant, vous êtes couvert jusque dans 2-3 semaines quand tout aura encore changé. Et non, effectivement, je trouve quand on suit les actus vraiment de très près, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais effectivement, quand on prend un peu de recul, on surfe un peu toujours sur les mêmes technos. Alors c'est vraiment révolutionnaire, on est bien d'accord, mais on surfe toujours un peu sur les mêmes technos et voilà, on découvre effectivement des usages, il y a des améliorations, on prend plein de trucs, on prend plein de petits bouts de trucs et on les assemble ensemble et puis on crée plein de. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de services qui ont surfé beaucoup sur ChatGPT notamment, qui est accessible par API, évidemment, et qui ont créé plein de services super révolutionnaires ou assez spécialisés, et tout en disant « Ah, c'est super, on utilise de l'IA », alors que ça utilise ChatGPT, la plupart de ces services, moi je m'attends à ce qu'ils soient assez vite remplacés par juste plusieurs grands services qui sont multimodaux et qui arrivent à faire un peu tout ça en même temps, quoi. Parce qu'aujourd'hui, juste faire un site pour dire on résume des articles, tu peux les résumer tout seul aussi en utilisant toi-même de l'IA, quoi. Là où je trouve intéressant, c'est on peut commencer à parler de nos usages. C'est la façon dont c'est amené ou dont c'est intégré. J'imagine que tu vas parler de quelques. Tu as quelques exemples aussi qui sont bien intégrés à ton workflow. Moi, un qui m'a vraiment plu, c'est Notion AI. Maintenant j'utilise pas mal Obsidian pour mes notes de tous les jours, mais par exemple pour les notes de l'émission du podcast, on utilise Notion parce que ça nous permet de bien être organisé, que c'est pas juste des notes, c'est aussi tout ce qu'il y a autour pour l'organisation du podcast et de Tech-Runings en général. Et du coup, l'intégration de Notion AI, elle est incroyable, quoi. Parce que justement, il y a du contexte. Donc Notion, c'est un outil moi, j'aime bien parler d'outils no-code, même si c'est pas vraiment exactement ça, mais en gros, c'est un outil de prise de notes et dedans, vous pouvez mettre des bases de données et chaque entrée de cette base de données est une page qui peut elle-même contenir une base de données et ensuite, avec tout ça, on peut un peu créer tout ce qu'on veut. Mais moi, ce que j'adore, c'est que tu peux mettre n'importe quoi dans une page, derrière, n'importe où dans ta page, tu peux faire espace, mettre un prompt et dire résume-moi tout ce qu'il y a au-dessus, traduis-moi en anglais tout ce qu'il y a au-dessus, je sais pas, n'importe quoi, et boum, ça prend tout le contexte qu'il y a dans la page et ça te fait un truc avec ça. Et ça, je trouve ça incroyable, quoi, parce que oui, je pourrais faire la même chose avec ChatGPT, mais il faudrait que j'aille copier-coller, machin et tout, enfin c'est compliqué. Et ça, du coup, si on parle d'usage, c'est un usage que j'ai pas vraiment au quotidien, mais c'est un usage ponctuel que j'ai beaucoup et qui a vraiment changé ma vie, quoi. Je vous prends un exemple hyper concret. Il y a quelques mois, je devais travailler sur une fiche de poste pour un stagiaire. Donc mon boss me passe un message, il me dit du coup ce serait bien que tu bosses sur une fiche de poste pour ce stagiaire là, comme ça on envoie la fiche à l'école ou au stagiaire ou je sais plus quoi, et puis comme ça voilà, on a un truc bien carré. Et du coup moi j'étais à côté d'un collègue qui allait travailler dans la même équipe, donc on se met tous les deux, franchement on parle 5 minutes, quoi. On balance, moi j'ouvre une page Notion, je balance des mots-clés, mais vraiment juste des mots-clés, n'importe quoi. En plus, on parlait en français, mais du coup, moi, j'écris moitié en anglais, moitié en français. J'ai tout balancé comme ça. Vraiment, il y avait une vingtaine de lignes qui voulaient rien dire, avec vraiment des trucs dans tous les sens. Et en dessous, je dis, ok, super, écris-moi une fiche de poste pour un stagiaire. Je lui rajoute un tout petit peu de contexte derrière ou 2-3 trucs que je voulais vraiment avoir. Et entrer, et boum, et ça m'a sorti un truc, mais nickel. Après, évidemment, je le relis, je le reformate un petit peu et tout, mais justement, dans le format, genre, des fiches de poste, j'en écris jamais
en entier. Tu vois, à chaque fois, tu reprends un template que tu as ou une fiche de poste que tu as déjà, tu modifies un peu et tout. Mais ça m'arrive quasiment jamais de commencer un truc. Et puis, pour un stagiaire, tu vois, je sais pas. Alors, on savait qu'il nous fallait un livrable, qu'il nous fallait voilà, une timeline, tout ça. Mais au moins, là, tu te prends pas la tête avec le formatage. Ça comprend ce que tu dis dans toutes les langues et tout. Bam, ça te sort le truc. Et puis terminé, quoi. Et pour ces usages-là, c'est vraiment incroyable. Et dans Notion, c'est hyper bien intégré. Tu peux vraiment juste, boum, 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 tu peux sélectionner un truc et le dire, bah, ça, je veux que tu me le changes de langue, je veux que tu me changes le ton, je veux que... et voilà. Donc Notion AI, alors Notion AI, ça coûte un peu cher. Je crois que ça doit être genre $20 par mois par utilisateur, en plus de votre abonnement Notion. Donc ça coûte un peu cher. Ça coûte un peu cher. Faut en avoir un usage assez fréquent pour que ça vaille le coup. Moi, j'ai réussi à avoir des crédits Notion. mais bref, mais Notion AI, vraiment, vraiment top. Si vous utilisez beaucoup Notion, vraiment, allez-y. Et je peux peut-être donner un dernier usage, c'est pour les podcasts. Pour les podcasts, comme on écrit tout notre conducteur dans Notion, à la fin, je peux lui dire le texte de communication pour LinkedIn, pour Twitter, etc. Tu peux même avoir ton prompt qui est dans ton template, donc tu n'as même pas besoin de réécrire le prompt à chaque fois. Mon prompt, je vous le dis, on est transparent, il dit write a catchy LinkedIn post in 2 sentences in French to promote this episode, provide a 1-sentence summary, make it SEO efficient. Et du coup, ça, c'est juste dans le template. Il y a juste à cliquer sur générer. Et du coup, ça s'adapte juste au contenu de la page. Et ça sort les trucs. Parfois, faut y donner plusieurs essais pour avoir un truc joli. Puis le remode. Mais bon, au moins, tu pars pas de zéro, quoi. Surtout quand t'es une bille en SEO comme moi. Non, c'est Notion AI, j'avais joué avec aussi, et c'est assez impressionnant. Et même dans vos usages quotidiens, si vous n'utilisez pas Notion, mais vous utilisez par exemple la suite de Google, Google a aussi intégré, alors là pour le coup c'est Bard derrière, mais c'est, comme on disait, c'est grosso modo la même chose. Ça va être un peu moins puissant parce que ça va pas avoir accès, comme m'expliquait Julien, à tout le contexte que vous avez dans vos différentes pages. Il va vraiment se focaliser sur juste la page que vous êtes en train d'éditer et pas le reste. Mais ça reste un outil que vous pouvez vraiment accéder dès aujourd'hui, juste en ouvrant Google Docs, et immédiatement vous pouvez tester vous-même. Donc c'est assez impressionnant. Et j'ajouterais que Notion maintenant en plus peut avoir accès à tout votre workspace. Donc on peut maintenant même afficher juste un prompt, un input, une fenêtre de texte qui est pas dans une page, et juste lui questionner sur le workspace. Donc on peut lui dire, je sais pas, si vous utilisez Notion pour avoir toute votre base client, vous pouvez dire voilà, je sais pas combien j'ai de clients, ou je suis même pas sûr que ça fonctionne, ça, parce que compter je sais pas trop faire, mais je sais pas quel est je sais pas, j'utilise jamais ça parce que je sais pas quoi lui demander, mais apparemment on peut lui demander des trucs sur tout le workspace. En fait, il analyse tout, et ça c'est hyper puissant, parce que imagine aujourd'hui à quel point est-ce que je galère avec mon équipe, avec mes équipes, à quel point est-ce qu'on galère tous à faire de la documentation, à ce que ce soit bien. Le problème, c'est pas trop de l'écrire, mais c'est de la retrouver derrière. Imagine quand on aura ça sur Atlassian, que dans Confluence, toute la documentation technique et pas technique, toute la documentation de la boîte, limite on n'aura même plus besoin de la formater, on balance tout de la bague comme ça, et ensuite tu as juste à aller sur Confluence, et tu dis voilà, pourquoi est-ce qu'on a pris la décision de faire ce bouton vert et pas rouge il y a 4 ans, et ça te sort le résultat. Ça va tout changer. Ouais. Alors on va passer sur un autre outil. Là c'est vraiment moi j'en ai un usage quotidien. Donc, toujours basé sur ChatGPT, donc 4 plus particulièrement, c'est Copilot. Donc, Copilot qui est un outil proposé par GitHub. Donc, en fait, Copilot, tout simplement, ça vous permet, quand vous écrivez du code, donc quand on est développeur, c'est-à-dire qu'en fait, le code qu'on écrit va directement être ingéré en fait, comme base de travail. Et en fait,
Copilot va être capable de nous proposer du code qu'on pourrait écrire. Donc, par exemple, si jamais j'écris une fonction qui va aller chercher, on va prendre l'exemple par exemple là, j'ai un bout de code qui a été chercher des utilisateurs en base de données. Je récupère mes utilisateurs qui ont un nom, prénom et un âge. Je peux tout simplement dire à ChatGPT, je vais écrire un commentaire et je vais lui dire: parmi ces 100 utilisateurs, je voudrais créer des cohortes de 5 utilisateurs avec la moyenne d'âge la plus proche possible. C'est quelque chose qui va peut-être prendre un développeur quelques minutes à écrire, puisque c'est pas tout simplement juste prends les utilisateurs 5 par 5 et fait des groupes, c'est-à-dire qu'il va falloir en fait prendre les groupes et en fait faire des moyennes d'âge et essayer en fait de les répartir de la meilleure manière qui soit. ChatGPT va être capable de vous donner la fonction qui va permettre de faire ça en quelques secondes, tout simplement. Et c'est là où en fait ChatGPT et donc l'utilisation de Copilot est très forte, c'est-à-dire qu'en fait Copilot ne peut pas écrire une application. C'est le gros problème aujourd'hui et la limitation, c'est-à-dire qu'il peut réfléchir sur un problème donné, même un problème qui est un peu poussé en programmation, ça va le faire, mais en fait, il ne peut pas penser à l'architecture. Il ne peut pas aller au-delà. Par exemple, si on commence à lui dire oui, il faut que tu me récupères les utilisateurs, tout ça, lui, il n'a pas la connaissance de comment sont les modèles en base de données et comment on fait pour les récupérer, et quelles sont les règles de sécurité et quelles sont les règles métiers et toutes ces choses-là. Par exemple, ChatGPT n'est pas capable de le comprendre. Mais sur un problème très spécifique, comme je viens de le donner, sans utilisateurs, avec des groupes de 5 personnes, avec les moyennes d'âge les plus proches par groupe les unes des autres, c'est un problème mathématique relativement simple que même un développeur le plus rapide qui soit, je vous assure que ChatGPT va donner le code plus rapidement que le meilleur développeur qui peut exister au monde aujourd'hui ne serait capable d'y penser. Et même s'il a la réponse en une demi-seconde, l'écrire, ChatGPT sera à nouveau plus rapide à sortir le code. Et donc, c'est vraiment un gain de temps. Et c'est là où je trouve que le nom a été extrêmement bien choisi de Copilot. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas l'IA qui pilote le code et qui écrit le code à votre place. En fait, il vient vous assister. C'est-à-dire que l'écriture du code, et c'est là où ça fait écho à l'épisode dont on parlait sur les seniors, la qualité d'un développeur senior ou d'un bon développeur, je dirais, c'est pas sa capacité à écrire du code très rapidement et à ce qu'on appelle pondre du code, je vais rester poli. C'est pas sa capacité à écrire rapidement du code, c'est vraiment sa capacité à réfléchir à comment est-ce que je structure mon code et comment je fais pour que mon code soit le plus lisible possible et que ce soit le plus logique possible. Et justement, il nous faut des fonctions, donc on compose le code avec plusieurs fonctions, mais ces fonctions toutes simples, on peut gagner du temps, plusieurs minutes, par exemple sur l'écriture de cette fonction-là. Et quand vous répétez ça plusieurs fois dans la journée, c'est pas quelques minutes que vous avez gagné. J'ai estimé à peu près sur une journée de travail où je vais coder 8 heures, donc sur les 8 heures de travail, on imagine que je vais taper du code à peu près la moitié du temps, je dirais, peut-être 4 heures sur 8 ou peut-être un petit peu plus, ça dépendra des journées, ça dépendra du code que j'écris, mais on va imaginer que je pars sur 50% de temps où j'écris du code, et là, je peux dire que mon temps est quasiment divisé d'un quart, c'est-à-dire je gagne plus d'une heure où c'est du code en fait que je n'écris pas et que Copilot écrit pour moi. Évidemment, je lui donne, comme j'expliquais, les règles, les paramètres et ce que j'ai besoin en finalité. Je dois, moi, vérifier que le code fonctionne tel que j'espère, mais en tout cas, il y a un vrai gain de temps réel aujourd'hui pour les développeurs, et quand on connaît le salaire d'un développeur et qu'on sait que écrire du code, c'est pas là où on a la plus grosse valeur ajoutée d'un développeur, ça fait réfléchir. Et quand on sait que Copilot est disponible à même pas $20 par mois, je vous laisse faire le calcul, mais c'est juste l'outil le plus rentable aujourd'hui que vous pouvez fournir à vos développeurs. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, offrez des licences, c'est comme si c'était un cadeau. Achetez des licences pour vos développeurs, c'est vraiment un gros boost de... Alors, un gros boost, on s'entend, mais c'est vraiment un outil à mettre dans leur sacoche de développeurs qui sera un gain de temps pour eux, une aisance de travail et vraiment un gain de productivité et donc d'argent pour pouvoir potentiellement gagner du temps sur vos prochaines releases. Donc, je plus sois, comme on dit, très très fortement cet outil-là. Je l'utilise tous les jours, ça va même bientôt faire 1 an, parce que je l'utilise depuis la bêta, et il y a un réel gain de productivité en utilisant cet outil. Ouais, c'est comme avoir une licence IntelliJ, quoi, au bout d'un moment. IntelliJ, ouais, je dis ça, c'est le développeur Scala qui parle. Utilisez l'idée que vous voulez, mais en général, sur du back-end, en particulier sur Scala, la communauté est très IntelliJ. Ça coûte un peu un bras, mais franchement, pour la qualité, pour le confort, c'est un investissement, et là, en l'occurrence, 20 balles par mois pour le temps que ça fait gagner. Le calcul, il est vraiment très très vite fait, quoi.
Absolument, ouais. On avait fait des tests, justement, à mon ancienne entreprise, on avait fait des tests avec on avait fait exprès de choisir une cohorte. Donc la moitié des développeurs l'utilisaient pendant 2 mois, l'autre moitié ne l'utilisait pas. Justement, ceux qui n'étaient pas très motivés à l'utiliser, qui ne voyaient pas trop l'intérêt. Et on a, alors pas évidemment comparé par rapport aux développeurs, mais on a comparé par rapport en moyenne au code qui était poussé pour chaque développeur. Et il y a eu une augmentation de quasiment 15% pour les développeurs qui utilisaient ChatGPT par rapport à ceux qui ne l'utilisaient pas. Copilot par rapport à ceux qui ne l'utilisaient pas. Donc c'est pas juste une impression, il y a un réel impact sur la productivité de vos développeurs. Donc, Ouais, d'autant que, comme tu le soulignais, on a souvent tendance à penser que les développeurs, ce qu'ils kiffent, c'est taper du code. Mais il y a quand même beaucoup de code que t'as pas envie de taper, quoi. C'est pour ça qu'il y a des IDE qui tapent déjà une bonne partie du code pour toi. C'est ça. Du reste. Mais donc là, c'est juste la continuité de ça, quoi. Il ne faut pas oublier que le cœur de métier d'un ingénieur, c'est de résoudre des problèmes. Écrire le code n'est qu'une solution de le faire. Mais c'est pas évidemment, c'est une valeur ajoutée, mais c'est pas la plus grosse valeur ajoutée du développeur. Je sais que c'est un peu, on va dire, tous les développeurs seront pas d'accord avec moi aujourd'hui, mais et ce sera pas encore tout de suite le cas, mais très fortement dans les, je vais pas dire dans les années, mais je pense que d'ici la prochaine décennie, on arrivera sur des métiers de développeurs où on écrira quasiment plus de code. C'est-à-dire qu'en fait, on sera passé sur plutôt du prompting où on sera très efficace pour communiquer avec la machine, lui faire comprendre le problème qu'on a, la solution qu'on espère avoir, et la majorité du code aura été généré par des outils comme Copilot. Notre métier restera très intéressant puisqu'on réglera toujours des problèmes, mais on aura pu écrire chaque ligne de code. Aujourd'hui, c'est la minorité du code qui est écrit par Copilot. J'envisage très fortement d'ici la prochaine décennie que ce sera la majorité du code qui sera écrit par des outils comme Copilot. Ouais. Très bien. Donc ça, c'est pour Copilot. Je te propose qu'on parle un peu de ChatGPT. Et c'est donc juste avant ChatGPT qu'on va se quitter pour cet épisode. On vous retrouve dans 2 semaines où là on rentre vraiment dans le vif du sujet et on vous partage tout un tas d'outils qu'on utilise au quotidien. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on vous dit à très vite sur Tech Run-ins.